Bonsoir à tous. Notre périple électoral fait halte ce soir à Woluwe-Saint-Lambert, une commune plutôt résidentielle située à l'est de la région. On va découvrir tout de suite sa carte d'identité. Sur ces 7,5 km² vivent un peu plus de 60 000 habitants, une population qui a augmenté de 14% en 10 ans. C'est Olivier Minguin qui est à la tête de la commune. Dans la majorité, on retrouve son parti, Défi et les Engagés. Dans l'opposition, on retrouve Ekologroen et le MR. 5 candidats sur notre plateau. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par vous. Olivier Minguin, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. À vos côtés, Ariane Motelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS Vooruit. En face de vous, il y a Amélie Pans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste MR+, n'oublions pas le plus. À vos côtés, Jean-François Taillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Engagés. Et enfin, Elsa Bonnen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Ekologroen. Alors, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Et vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Et c'est Jean-François Taillard qui a tiré le numéro 1. Jean-François Taillard, ma question est assez simple. Pourquoi voulez-vous devenir bourgmestre ? Alors en tout cas, ce que je veux surtout, c'est emmener mon équipe à aller très loin et à faire le plus d'élus possible. Tout d'abord parce que c'est une équipe jeune avec des jeunes et aussi avec des personnes plus expérimentées. On a 80% de personnes qui se présentent pour la première fois à une élection communale. On a un programme avec des mesures fortes, notamment par exemple la création de 400 logements. Et puis, on a envie de travailler aussi sur des projets long terme. C'est le projet Woluwe 2040, une vision long terme, un projet de ville qu'on voudrait développer avec les citoyens. Notamment au travers de consultations populaires. Voilà. Alors j'ai bien compris que vous n'étiez pas forcément candidat bourgmestre. Moi, ce qui m'importe, c'est l'équipe. Très bien. Alors le numéro 2, c'est Elsa Bonnen. Bonsoir. Même question pour vous. Pour autant que vous soyez candidate bourgmestre, pourquoi voulez-vous être candidate bourgmestre ? Alors moi, je m'engage en politique pour montrer que tout le monde peut le faire, qu'un autre modèle est possible et souhaitable. Je suis jeune maman, j'ai un travail dans une association qui soutient les aînés, je suis conseillère communale et j'emmène une liste riche de sa diversité qui a de l'expérience politique et de l'expérience de terrain, des personnes qui sont enseignantes, infirmières, impliquées au quotidien. Et on veut répondre aux enjeux climatiques, on veut mener des politiques sociales dignes et on veut construire une commune où il fait bon grandir et où toutes les générations peuvent s'épanouir. Mais vous êtes candidate bourgmestre ? Je suis tête de liste et je suis prête à prendre mes responsabilités. Très bien. Olivier Minguin, vous, je ne vais pas vous demander pourquoi vous voulez être bourgmestre. Pourquoi vous voulez rester bourgmestre, vous ? Woluwe-Saint-Lambert, on y est bien. Et on y en sera encore mieux demain parce que d'abord, nous avons fait des preuves d'une gestion équilibrée, harmonieuse, respectueuse de tous, parce qu'il y a une formidable équipe qui travaille à mes côtés. Je ne suis pas seul, bien entendu, c'est une équipe très soudée, très, très travailleuse, et qu'on a beaucoup de nouveaux projets pour l'avenir. On a notre bilan, mais on a surtout la volonté de faire en sorte que cette commune, on fasse respecter la volonté des habitantes et des habitants, face notamment à tous les pouvoirs parfois qui ne veulent pas prendre en compte leurs aspirations. Et on a fait la preuve que nous savions les défendre. Alors, Ariane Motelet, même question. Si vous voulez être bourgmestre, pourquoi voulez-vous être bourgmestre ? Alors moi, ce que je voudrais faire, en fait, c'est prendre mes responsabilités parce qu'à Woluwe, tout va bien. Mais tout va bien, mais on oublie souvent à Woluwe qu'il y a des personnes qui ont difficile à se loger, qu'il y a des personnes qui ont difficile à faire face aux frais scolaires et qu'un étudiant sur 6 dépend du revenu d'intégration sociale pour pouvoir faire ses études. Et moi, ce que mon équipe voudrait, c'est visibiliser ces combats pour qu'on donne leur place à toutes et tous à Woluwe. Ouais, et donc, pour répondre à ma question, vous êtes candidate bourgmestre ? Je suis candidate aux responsabilités, en tout cas. Très bien. Alors, on va entamer par le volet politique. C'est presque une tradition dans cette émission. Oh, mais... Madame Pans. Madame Pans, je vous ai oublié. Mille excuses. Parce que vous aussi, vous êtes candidate bourgmestre. Et en plus, vous étiez numéro 4. Mille excuses. Alors, vous êtes candidate bourgmestre, ça je le sais, parce que vous l'indiquez dans votre petit programme. Pourquoi ? Alors, d'abord, moi, je suis pilote d'une équipe. Donc, comme mon collègue l'a dit, on n'est pas tout seul, on ne peut pas aller très loin tout seul. Et donc, on a vraiment une équipe avec une moyenne d'âge de 42 ans qui reflète la moyenne d'âge de la commune. Alors, on est bien à Woluwe-Saint-Lambert. C'est une liste MR+. Pourquoi ? Parce qu'on veut porter une vision qui est assez simple. C'est vous méritez plus de propreté, plus de liberté de bouger, plus d'humanité, plus aussi plus de sécurité et surtout moins d'impôts.
Très bien. Alors, puisque j'ai oublié de vous donner la parole, je vais vous la donner en premier pour la situation politique. Le MR a fait un très bon score en juin au régional. Fort de ce score-là, vous vous dites on a toutes nos chances dans ce scrutin? Alors, je ne sais pas, on verra ce que l'électeur va décider, ça c'est sûr. En tout cas, nous, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Ça fait, depuis que je fais de la politique à Woluwe-Saint-Lambert, on fait du porte-à-porte tout le temps. Ce n'est pas qu'en campagne qu'on va faire du porte-à-porte. Donc, on entend vraiment les préoccupations des citoyens et on a essayé de construire un programme qui est vraiment ancré, en fait, dans leurs besoins. Alors, Olivier Minguin, vous brillez un 4e mandat, vous avez 66 ans. Ce sera votre dernier si vous êtes réélu au poste de bourgmestre? D'abord, je voudrais dire, si en effet la confiance nous est donnée, en gardant notamment une majorité que j'espère encore être absolue, et je dirai pourquoi, parce que je crois que ça permet d'avoir une cohérence, une constance, une efficacité. J'affrerai d'abord la totalité du mandat. On tente de faire croire que je suis un homme malade qui va quitter sa fonction en cours de mandat si j'étais à nouveau... Qui vous visez notamment dans les rangs de l'opposition. J'ai eu des échos, j'ai eu des échos très directs de témoignages. On fait courir ce bruit, bien entendu, mais j'ai eu des témoignages. Mais voilà, ça fait partie de la base politique, je ne m'arrête pas à cela. Mais plus fondamentalement, oui, je ferai mon mandat complètement, parce que je sais que les temps seront durs. Je ne m'attends à rien de très favorable venant ni du gouvernement fédéral, ni du gouvernement régional. Je vois bien ce que sont les menaces sur les communes, ceux qui veulent faire la fusion des communes, la fusion des zones de police, qui veulent en somme faire perdre l'autonomie des communes, c'est-à-dire finalement la qualité des services de proximité que nous avons prouvé. Je dois dire que nous avons généralement une appréciation très favorable des habitants quant à la qualité des services, et je veux me porter, avec toute l'équipe, protecteur de cette qualité de service, avec encore des avancées, notamment une très nette diminution de la fiscalité. Vous savez que nous avons déjà la fiscalité globale communale la plus basse. C'est une étude indépendante qui le reconnaît. Alors, Madame Pense, comme il y a une attaque directe contre vous, est-ce qu'il y a des attaques contre des personnes, en particulier celle d'Olivier Minguin, de la part de certains de votre candidat, en tout cas, pas que je sache. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais parlé de maladie. J'ai entendu ça dans le discours de monsieur Minguin lors des 48 heures des bourgmestres. Nous, ce qu'on dit, c'est que, voilà, à un moment donné, ça fait 18 ans que le bourgmestre est en place. S'il fait un mandat supplémentaire, ça fera 24 ans. Et on trouve que, à mon avis, je ne suis pas la seule à le penser, que l'alternance, c'est aussi important. Et donc, on n'a jamais parlé de maladie, mais j'ai assez l'habitude qu'on a souvent des attaques personnelles de la part de monsieur Minguin. Mais voilà, ça fait 6 ans et donc on le sait. Pense, direz-vous que M. De Wolf, mon collègue qui est là depuis 30 ans, je crois, doit être aussi évincé de la part, selon votre thèse, de l'alternance, puisqu'il est bourgmestre d'Etterbeek. C'est souvent votre discours comparer les autres communes, mais nous on est à Woluwe-Saint-Lambert. Justement, et je crois qu'à Woluwe-Saint-Lambert, beaucoup d'habitants apprécient la qualité du travail effectué. Alors Jean-François Tailler, vous étiez donc en majorité avec des filles, la liste du bourgmestre pendant 6 ans. La liste du bourgmestre en 2018, c'était 25 sièges, vous 2 sièges. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu exister dans cette majorité? Et le cas échéant, si on vous le repropose, est-ce que vous êtes prêt à re-signer avec la liste du bourgmestre? Moi, ce que je dis de toute façon, c'est qu'en on a toujours pu peser dans les décisions. On nous a toujours écoutés. En collège, j'ai pu participer, et des décisions sont collégiales. Et on a toujours vraiment pu exister. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Pour la deuxième question, je pense simplement qu'il faut attendre le soir du 13 octobre. Laissons les électeurs, ils peuvent le faire tous les 6 ans, s'exprimer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 1 an, ma formation politique, les engagés, tout le monde l'a donnée morte. Le soir des élections, sur Woluwe-Saint-Lambert, nous avons fait quasi 16% en moyenne au régional et au fédéral. Et donc voilà, laissons simplement les électeurs se prononcer. Nous, ça fait aussi des années que je vais sur le terrain, distribuer mon calendrier des congés scolaires. J'ai créé une page autour de Woluwe sur Facebook pour indiquer où j'allais faire du porte-à-porte. Voilà, on est une équipe sur le terrain, on a un bon accueil. Voyons ce que l'électeur dit le 13 octobre au soir. Mais pour répondre à ma question, si on vous rappelle, vous dites banco. Mais il faut voir quelles vont être... Moi, j'ai très bien travaillé, en tout cas, et j'ai pu me faire entendre et j'ai pu participer. Je me félicite de l'ambiance de travail. Pour le reste, il faut voir le signal que fait l'électeur. Alors, Elsa Bonnen, il y a eu une contre-performance des colos le 9 juin. Au régional, en particulier, à Woluwe-Saint-Lambert, vous êtes en baisse de 7,6%. Est-ce que ça, vous avez peur de l'effet miroir aujourd'hui et que ça a eu des conséquences sur le résultat du 13 octobre ?
Nous avons heureusement eu un bon score sur Woluwe-Saint-Lambert pour les élections européennes. Donc, dans certains niveaux de pouvoir, nous maintenons de bons résultats. Donc, évidemment, on va voir où on se situera. On va voir si les électeurs et les électrices ont confiance et ont envie de réaliser un projet pour une commune plus verte, plus conviviale, plus solidaire. Nous n'avons pas encore été en majorité à Woluwe-Saint-Lambert, donc nous menons une opposition constructive. Quand nous le pouvons, nous soutenons de belles réalisations et nous sommes également force de proposition pour des avancées sociales, environnementales. Je pense à l'alimentation dans les écoles. Étant maman d'un enfant, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, que les repas scolaires soient à présent des repas sains, avec des ingrédients locaux de bonne qualité. C'est quelque chose que nous avons beaucoup poussé et dont nous sommes très satisfaits actuellement. Alors vous dites que vous n'avez jamais été en majorité. Olivier Minguin, dans sa première réponse, a dit qu'il visait la majorité absolue. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? J'ai envie de lui dire que les électeurs et les électrices décideront et que avec Écolo Groen, nous proposons un projet ambitieux tourné vers les besoins et les attentes des citoyens et citoyennes et du XXIe siècle. Vous êtes candidate à entrer une majorité, vous avez des partenaires privilégiés ? Mais en fait, nous sommes libres comme l'air, nous n'avons pas d'exclusive, nous avons des convictions fortes, nous avons une capacité d'écoute, nous avons des personnalités prêtes à travailler ensemble à la recherche de compromis pour le bien-être collectif. Oui. Alors, Ariane Motelet, le PS n'avait pas de siège en 2018. Votre premier but, c'est d'en avoir lors de ce scrutin ? De toute façon, c'est la condition sine qua non que pour pouvoir peser dans les décisions. Et donc, je vous l'ai dit, nous, notre objectif, c'est de pouvoir porter des projets pour la population. Oui. Et quand vous nous parliez de la situation sociale, comment se fait-il que le PS n'ait pas réussi à percer jusqu'ici dans la commune ? Alors, le PS a déjà été en majorité à Woluwe-Saint-Lambert. Je pense que les circonstances ont fait qu'en 2018, nous n'avons pas été capables d'expliquer de manière correcte notre projet aux électeurs, parce que le soir des élections, c'est quand même toujours l'électeur qui a raison. Maintenant, on mène un travail de reconstruction du groupe depuis 2018. On a des signaux très encourageants suite aux élections législatives et régionales de juin, puisqu'on est passé d'un score d'un peu moins de 5% au communal 2018 à près de 12% en juin. Et donc, on espère pouvoir transformer l'essai, si je peux utiliser du vocabulaire sportif. Oui. Alors, Olivier Minguin, une de vos anciennes échevines, c'est une de vos échevines, Isabelle Mollambert, elle faisait partie de Défi, elle a quitté Défi aujourd'hui pour rejoindre le MR. Dans la presse, elle a dénoncé votre dérive autoritaire et le fait qu'il n'y ait plus d'échange d'idées. Est-ce que c'est l'exercice du pouvoir qui fait ça ? Qu'avez-vous envie de répondre à ça, Olivier Minguin ? Elle a 25 ans d'échevinat dans la commune. Si vous parlez de l'usure du pouvoir, je suppose que vous la visez encore plus que moi. Elle a encore plus de présence dans un collège que moi. Au mois de juin, elle s'est présentée sur une liste défi pour devenir parlementaire régional. À qui voulait l'entendre, elle disait « Je ne souhaite plus m'investir dans la commune. Je veux devenir députée régionale. » Elle n'a pas été élue. Déception, pas déception, je ne sais. Aujourd'hui, tout d'un coup, elle renie tout ce qu'elle a fait en 25 ans. Quelle est sa crédibilité ? Je n'en sais rien. C'est à elle de savoir. Oui, mais sur la dérive autoritaire... Alors, quiconque assiste à la séance du conseil communal, je vous invite à y venir nombreux, verra que d'abord nous avons des débats longs, larges, sereins, sans limitation du nombre d'interpellations. Il y a des communes où on dit 2 interpellations par groupe, rien d'autre. Nous pas. C'est 10, 15 interpellations par séance. Tout le monde peut s'exprimer longuement. Par contre, un bourgmestre, il assume ses responsabilités. Et les habitants le savent. Je suis d'une disponibilité totale et d'une présence à chaque fois que nécessaire auprès des habitants. Personne ne pourra me retirer cela. Donc, je dirais tout simplement, je suis à tour de contrôle et très logiquement, j'assume mes responsabilités. Mais il n'y a jamais personne qui a été brimé de quelque manière que ce soit dans la vie communale, que du contraire. Alors Isabelle Mollambert n'est pas là, mais elle est sur votre liste. Qu'avez-vous envie de dire pour elle par rapport à... Alors, d'abord, je ne vais pas parler en son nom. Hein. Je pense que quand même, Mme Mollambert peut s'exprimer. Elle aurait peut-être dû être là ce soir. Oui, on ne prend que les têtes de liste. Oui, je sais, mais voilà. Donc, je dis, ce qui se passe au collège, vous savez, moi, je ne suis pas au collège, donc je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, ce que moi, je peux vous dire, en tout cas, sur la dérive autoritaire, alors... Oui, c'est vrai qu'on peut beaucoup parler à un conseil communal parce que normalement, il y a un ROI et donc souvent, on va au-delà du temps.
du ROI. Parfois, je pense qu'on pourrait de temps en temps respecter et ça n'enlève rien à la démocratie. Et en parlant de démocratie, de bonne gouvernance, je trouve que par exemple ici, on a eu notre dernier conseil communal au mois de juin et vive la démocratie, on n'aura pas de conseil communal avant les élections. Donc j'ai un peu parfois de temps en temps l'impression qu'on a préféré de ne pas avoir de conseil communal avant les élections pour que l'opposition ne puisse pas poser de questions. Alors vous, Jean-François Taillère, qui étiez au collège, que diriez-vous de cette dérive autoritaire dénoncée par Isabelle Mollambert? J'ai dit en début d'intervention, les choses se passent très bien, on a des débats, on a des décisions collégiales, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Moi, je donne mon avis. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec ce que je dis? Non. Voilà, mais au moins, je peux argumenter, je peux expliquer les choses, ma vision de voir les choses, et puis on décide tous ensemble. Donc moi qui suis au collège, je peux vous dire que je n'ai pas vu de dérive autoritaire. Maintenant, on a un bourgmestre, c'est vrai, qui sait ce qu'il veut pour sa commune. Ça, voilà. Mais je ne peux pas souscrire aux propos qui ont été rapportés par Mme Hollenberg. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, aux premiers enjeux. Et c'est Rémi Rucois, notre journaliste, qui était toute la journée sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert, qui résume ces enjeux. Les citoyens nous parlent de la préservation des espaces verts comme un des enjeux majeurs dans la commune. On est ici au parc Rodebeek, non loin d'ici à la ferme aux oies. 2 projets avaient vu le jour, un projet de logement et un projet d'école. Les 2 ont été refusés après une forte opposition des habitants. Alors, comment faire face à l'augmentation démographique que connaît la commune tout en préservant les espaces verts? C'est l'un des enjeux dont nous parlent les habitants. Un des débats qui anime la commune, c'est celui du centre d'accueil pour les réfugiés situé ici, avenue Ariane. Alors certains considèrent qu'il faudrait en faire des logements et ne plus accueillir de sans-papiers. D'autres considèrent au contraire qu'il faut davantage en accueillir. Ici, déjà plus de 20 000 personnes sont déjà passées depuis l'ouverture de ce centre. Au niveau mobilité, on m'a parlé de connexion entre les lignes de bus et les lignes de tram dans la commune. Certains considèrent qu'elles ne sont pas encore assez connectées sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert. Alors, on nous a aussi parlé de vélos, de parking de vélos pas assez disponibles, ainsi que de la sécurité pour les vélos autour de pistes cyclables. Alors c'est autant donc de dossiers qui animent ici les citoyens, qui intéressent les citoyens de la commune en matière de mobilité. Voilà, ce sont des thèmes que nous aborderons dans le débat, mais on va commencer par l'avenir de l'artère commerciale de la commune. Je veux parler de l'avenue Georges-Henri, où le taux de vacances commerciales est élevé et où l'offre manque de diversité. C'est ce que constatent les clients et les habitués de cette artère commerçante. Alors il y a des initiatives communales et régionales pour soutenir l'installation de nouvelles enseignes qui correspondent aux besoins du quartier. Mais cela ne suffit pas apparemment. Écoutez ce qu'en pensent ces clients et ces commerçants que nous avons rencontrés. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de petits commerçants qui ont dû fermer leurs portes après le Covid. Et c'est vrai que ça rend les rues un peu tristes. Donc le fait que ce soit la commune ou la région permettent à des commerçants ou à des nouveaux commerçants de s'installer pour faire un test parce qu'ici c'est un test pendant 3 à 4 mois maximum. Mais c'est vrai que c'est assez positif et ça donne envie aussi de rechercher plus loin. C'est plutôt un village, je dirais. Et il y a le côté convivial, quoi. Et après, il y a souvent des clients qui sont à l'écoute et qui suivent un peu nos conseils et tout ce qu'il faut pour le métier, quoi. Il y a manifestement des commerces et quand ils ouvrent, nous, on sait déjà qu'ils vont fermer. Parce que ça ne correspond pas aux besoins des gens, parce que peut-être qu'il y en a même qui ne sont pas très agréables aussi, il faut dire. Les horaires sont parfois bizarres. Par exemple, il y a des pizzerias, il y en a genre 6 dans la rue, il y a 6 magasins les mêmes. En fait, c'est beaucoup de magasins les mêmes dans la même rue. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Enfin, il y a 2 magasins de sushi, à chaque fois il y a tout en triple ou en double. C'est un truc qui m'a un peu fait rire quand je suis venue habiter ici. Alors, quel avenir pour cette artère commerçante? On entame le débat. Je vais vous donner la parole à Ariane Motelet, puisque vous êtes le plus en retard au niveau du temps de parole. C'est vous, Olivier Maguin, qui avez parlé le plus depuis le début de ce débat. Je vous demanderai d'être plus bref dans vos réponses. Alors, quelle piste pour dynamiser le commerce à Georges-Henri, Ariane Motelet? Alors, je vais peut-être commencer par une petite confession. L'avenue Georges-Henri, c'est vraiment mon endroit préféré de Woluwe-Saint-Lambert. J'y passe tous les jours. Mes enfants sont à l'école communale dans la rue. Et donc, je pense que c'est vraiment le cœur de la commune
il y a quelque chose de très important que je pense que tout le monde doit savoir quand on parle de redynamisation de l'avenue Georges-Henri, c'est qu'en fait, les gens qui y passent sont en fait les habitants de la commune. Ce sont les gens qui habitent tout près, ce sont les gens qui vont déposer leurs enfants à l'école, ce sont les gens qui travaillent dans le quartier. Il faut absolument tenir compte de leurs besoins quand on parle de redynamisation de l'avenue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit avoir des commerces qui soient abordables pour toutes les bourses, et ça veut dire qu'on doit avoir des commerces qui répondent aux besoins de ces personnes qui fréquentent l'artère. Alors je disais, il y a déjà des soutiens qui sont mis en place au niveau communal. Que faire de plus ? Que faudrait-il faire de plus selon vous ? Moi, je pense que ce qu'on pourrait développer, c'est tout ce qui concerne la reprise d'entreprise. Donc moi, j'entends beaucoup d'habitants qui déplorent le fait que tel ou tel commerce ferme parce que la personne qui exploitait ce commerce est âgée, souhaite profiter de sa pension et ne trouve pas spécialement de repreneur. Je pense qu'on pourrait développer un partenariat avec les agences spécialisées au sein de la région pour identifier des candidats entrepreneurs qui souhaitent reprendre un commerce, parfois bien établi, avec une base de clientèle et qui pourraient venir donc s'installer, reprendre un commerce dans l'avenue Georges-Henri. Alors Elsa Bonnen, dans votre programme, vous parlez de créer une cellule communale Georges-Henri pour accompagner les commerçants. Elle permettrait de faire quoi ? À quoi servirait cet outil ? Tout d'abord, je voulais bien préciser qu'effectivement, Ecologroen soutient le commerce de qualité, donc le commerce local, là où vous pouvez aller chercher votre pain, vos légumes à pied, et donc avoir une cellule exclusivement dédiée à l'avenue Georges-Henri. Ça permettrait de soutenir les commerçants et commerçantes. Il y a des nouveaux commerçants qui arrivent, il faut absolument les soutenir. Il y a des chouettes lieux de rencontres, des cafés, etc., restaurants. Oui, et quelle forme doit prendre ce soutien ? Soutien financier, soutien logistique, précisé ? Eh bien, ça pourrait tout à fait être les deux. Donc, le soutien financier, il y a des propositions pour avoir des primes à l'installation ou des primes pour continuer son activité. Du soutien logistique, ça pourrait aussi être par rapport à la collecte de déchets organiques. Il y a des commerces qui se lancent dans vraiment la lutte contre le gaspillage, mais ce n'est pas toujours évident. Donc là, la commune a vraiment un rôle à jouer selon nous. Mais nous avons en fait un projet encore plus ambitieux pour l'avenue Georges-Henri, pour dynamiser les commerces, permettre que ce soit un lieu agréable. C'est la promotion d'un semi-piétonnier. Oui, on aura l'occasion. Je parle d'abord de la dynamisation du commerce et puis on parlera de circulation et de stationnement, mais d'abord, proprement dit, le soutien au commerce. Amélie Pans, vous parlez, vous, d'une prime libre à saisir sur le modèle d'Etterbeek. Est-ce que vous pourriez préciser pour que les téléspectateurs comprennent ? Alors d'abord, ça fait 20 ans qu'on entend qu'on va redynamiser l'avenue Georges-Henri. Je crois que c'est quand même assez important de le signaler. Donc il y a des recettes qui manifestement ne fonctionnent pas. Alors on nous dit qu'il y a souvent beaucoup de commerces qui ouvrent. Moi j'ai été compter le nombre de commerces fermés aujourd'hui même, donc pour être vraiment tip-top dans les chiffres, 24 commerces vides dans l'avenue Georges-Henri. La commune avait un droit de préemption. Alors, c'est très bien le droit de préemption, mais je pense que la mission première d'une commune, c'est pas être une agence immobilière. Ici, on voit pour que les numéros 359, 342, on a dépensé plus d'1 million sur l'achat et la rénovation. Nous, ce qu'on propose, c'est par exemple, quand vous avez vu Ayoub, qui est un commerçant de l'avenue Georges-Henri, c'est un commerçant qui fonctionne bien, son business model fonctionne bien, il est dans les murs de la commune, pourquoi pas être créatif et voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ce commerçant puisse acheter les murs, pour qu'il soit chez lui et qu'il reste chez lui et qu'il puisse investir. Et donc, il y a moyen de faire ça, dans plusieurs commerces et pour garder vraiment les commerçants. Et la prime libre à saisir, c'est une prime en fait qui va aider les propriétaires à faire des travaux, mais en contrepartie, les propriétaires devront remettre ce bien en location dans les 4 mois et être sûr aussi de vérifier que ça ne soit pas justement, comme la jeune fille l'a dit dans le reportage, un Xème magasin où on peut aller faire de la pose d'ongles, un barbier ou des sushis, etc. Essayer de diversifier et d'avoir peut-être des produits de niche qui pourraient être plus en adéquation avec la demande et des citoyens aux alentours. Alors, Olivier Minguin, et je vous demanderai d'être bref dans vos réponses, c'est vrai que ce n'est pas le premier débat électoral que je présente et ce n'est pas la première fois que le dynamisme de l'avenue Georges-Henri pose question. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des soutiens communaux. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus selon vous ? La cellule de soutien au commerce de l'avenue Georges-Henri existe. Elle a aidé 29 commerçants à s'installer ces dernières années ou à reprendre des commerces existants. Donc, ce n'est pas peu de choses. Sur 180 commerces,
dans l'avenue Georges-Henri. On peut penser toute la longueur de l'avenue Georges-Henri, 180 commerces. Donc, c'est dire qu'il y a quand même des réussites. Qu'est-ce qu'on doit faire? Empêcher des propriétaires de demander des loyers exorbitants. Les rez-de-chaussée commerciaux qui restent vides, on les connaît, on voit les propriétaires, ils demandent des prix exorbitants. Oui, c'est très compliqué. C'est pour ça, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs une taxe votée à l'unanimité par notre conseil communal sur les commerces inoccupés. Et ça commence à avoir des effets très concrets. Et on voit arriver les commerces. 3, nous allons introduire une prime à l'établissement de commerce qui n'existe pas encore dans l'avenue Georges-Henri. Et d'ailleurs, les commerces qui nous ont été présentés, qui sont performants, Ayoub, c'est grâce à la commune, à son droit de préemption. Il n'a pas les moyens d'acheter. Vous êtes en train de rêver, madame. Il a envie de tout simplement investir dans son commerce. D'abord, l'autre commerçante que nous avons vue, c'est une personne qui est aidée par la commune, c'est un commerce éphémère. C'est le partenariat avec la région, nous l'avons. Et puis nous allons ramener dans l'avenue Georges-Henri une bibliothèque communale. Nous avons un projet de construction de la nouvelle bibliothèque communale. Ça va participer au dynamisme. En effet, ça, c'est pas de notre fait. Si la bibliothèque Saint-Henri a été fermée, nous allons la ramener dans l'avenue Georges-Henri grâce à un projet d'investissement à côté de la métairie Van Meyen. Et puis surtout, nous allons aussi poursuivre la demande de droit de préemption. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous avons acheté un commerce, nous avons évité un commerce bas de gamme. Et à chaque fois, nous réintroduisons du logement aux étages et chaque fois, nous ramenons des habitants dans l'avenue Georges-Henri, ce qui est la meilleure manière de la faire vivre. C'est les commerces avec des logements morts qui tuent l'avenue Georges-Henri. Et c'est ça que nous combattons. Jean-François Taillère, vous parlez aussi d'une action d'envergure dans votre programme qui doit être lancée pour redéployer l'activité socio-économique à l'avenue Georges-Henri. Ça doit passer par quoi pour vous, cette action d'envergure? D'abord, je pense qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble, comme on l'a fait quand il s'agissait de voter une taxe contre les vides locatifs. On l'a fait tous les partis du conseil communal. Ensuite, il y a évidemment des mesures urbanistiques qui doivent être prises. Il faut que ce soit plus agréable. On sait que la région va faire à un moment donné ses travaux au niveau du boulevard Brunswick-Lock. Il faut que ce soit aussi l'occasion d'avoir une impulsion au niveau urbanistique avec un PPH Georges-Henri qui permettra peut-être aussi de limiter un certain type de commerce. Relancer le droit de préemption, bien entendu, et puis avoir aussi une politique de conventionnement, avoir la possibilité pour un propriétaire de comme lui faire entendre raison, d'avoir un conventionnement des loyers commerciaux et en échange d'un avantage qui soit fiscal. Et puis simplement, il faut aussi convaincre les habitants, ceux qui parfois ont trop souvent le réflexe d'aller sur Internet pour faire des achats, de dire que finalement, le meilleur achat, il est à côté de chez soi. Alors Elsa Bonnen, vous en parliez très rapidement, mais maintenant je vais vous demander de vous étendre sur le sujet, parce que c'est la proposition la plus radicale, on va dire, qu'on trouve dans les différents programmes. C'est ce semi-piétonnier avenue Georges-Henri. Si je dois prendre un modèle, est-ce que je peux dire que ce sera à peu près la même chose que ce qu'on fait chaussée d'Ixelles? Ce serait forcément différent puisque c'est à Woluwe-Saint-Lambert. Mais donc vraiment, ce qu'on veut mettre sur la table, c'est un projet en effet global, parce qu'il y a vraiment besoin de convivialité, de soutien aux commerces locaux et aussi d'une avenue Georges-Henri qui soit plus sûre, sur laquelle on n'a pas peur de circuler à pied avec une poussette ou en chaise roulante. Mais précisez ce que ça veut dire pour vous, piétonnier mixte. Alors ça veut dire que sur une partie de l'avenue Georges-Henri, les véhicules de transport en commun, les véhicules de livraison pourront circuler. Il y a aussi possibilité d'avoir des dérogations pour les personnes à mobilité réduite ou pour des riverains dans des cas ponctuels. Et qu'est-ce que ça va permettre en fait? Ça va permettre simplement plus de convivialité. Ça va faire en sorte que j'ai envie d'aller m'installer, prendre une glace sur un banc à l'ombre d'un arbre, ce qu'il n'y a pas pour le moment. Il n'y a pas suffisamment de zones d'ombre, d'îlots de fraîcheur avenue Georges-Henri. Donc c'est pour ça qu'on vise vraiment un réaménagement global avec davantage de bancs pour que les voisins-voisines se rencontrent, qu'il y ait plus de convivialité, d'échanges, voilà, moins d'isolement. Et on a vraiment un chouette projet qu'on présente. Voilà. Plus de verre, plus de convivialité, une offre culturelle à 2 pas de chez soi. C'est ça notre projet pour l'avenue Georges-Henri. Et on veut le faire en concertation avec les habitants et avec les commerçants, sans tabou. Ce n'est pas un totem, mais à un moment donné, si on veut vraiment arriver à des bons résultats à l'avenue Georges-Henri, il faut mettre un projet ambitieux sur la table et c'est ce que nous faisons. Ouais, alors Jean-François Taillère, on parle depuis longtemps d'un réaménagement de l'avenue Georges-Henri. Pour vous, est-ce que ça doit prendre cette forme-là ou d'autres formes? Moi, je pense qu'il faut être ouvert à tout étudier. Et puis, et c'est une particularité de notre programme, c'est qu'il faut surtout, et il faut en discuter, comme vous l'avez dit, avec les commerçants, avec les riverains. L'idée des cologroons? Je ne sais pas si c'est réalisable.
Voilà. Il y a aussi des lignes de bus, il y a aussi différentes contraintes dans l'avenue Georges-Henri. Donc je ne sais pas si c'est réalisable et je ne vais pas me prononcer sur un coin de table. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut co-construire un projet. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que le projet qui sera éventuellement co-construit pour l'avenue Georges-Henri soit soumis à consultation populaire. C'est notre particularité dans notre programme de consultation populaire sur les législatures, sur des projets d'ampleur, d'envergure. Parce qu'un projet comme cela a évidemment des répercussions non seulement sur l'avenue Georges-Henri, mais peut-être dans l'ensemble des quartiers de Woluwe et Saint-Lambert. Donc, mettons-nous tous ensemble à la table. Moi, j'entends votre proposition par rapport aux commerces qui vont quitter. Ça pourrait tout à fait aller avec une de nos propositions, le mentorat. On veut que des personnes plus expérimentées puissent aider des jeunes à se lancer. Donc voilà, mettons-nous tous ensemble pour cette avenue Georges-Henri. Et puis, laissons la parole aux citoyens. Alors, Ariane Motelet, puisque c'est votre avenue préférée, l'avenue Georges-Henri, est-ce que vous la voyez en semi-piéton ou est-ce que vous la voyez avec des trottoirs plus larges, moins de trafic? Dites-nous le visage idéal que vous voudriez pour cette avenue. Alors, j'ai envie de vous répondre par une petite anecdote, parce que mon visage idéal de l'avenue Georges-Henri n'est peut-être pas celui de mon voisin ou de ma voisine. Je demande celui de votre liste. Celui de ma liste, c'est d'avoir... Donc, pour moi, il faut partir sur 2 modifications profondes à faire sur l'avenue Georges-Henri. Première chose à faire, c'est élargir les trottoirs. Pourquoi ? Parce qu'on entend, notamment dans toutes les écoles du quartier, que les parents ne se sentent pas en sécurité avec leurs enfants sur le trottoir, notamment les jours de ramassage des poubelles, parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'il y a des bus qui circulent. Et donc, nos enfants ne se sentent pas en sécurité. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose qu'il faut revoir. La deuxième chose qu'il faut sans doute revoir dans le projet de réaménagement de l'avenue Georges-Henri, c'est la circulation des transports en commun. Donc les transports en commun sont fondamentaux pour toutes et tous. Donc il faut laisser les lignes de bus circuler à l'avenue Georges-Henri, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de place. Donc si un bus descend la rue, le bus qui monte la rue est obligé de s'arrêter pour laisser passer l'autre. Si on élargit les trottoirs, ce sera encore plus compliqué. Donc, mais pour moi, ce sont les 2 hypothèses de travail qui doivent après mener à une refonte de l'avenue Georges-Henri. Piétonner, pas piétonner, je ne sais pas, et je pense sincèrement que tout le monde n'a pas la même opinion. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, je suis rentrée dans un café de l'avenue Georges-Henri dans le cadre de la campagne électorale pour les élections régionales pour avoir une discussion avec les commerçants. Je rentre, il dit « Ah, vous faites de la politique. Oh, il faut tout changer ici à l'avenue Georges-Henri, il faut absolument un piétonnier », me dit le commerçant. À côté de lui, un client dit « Oh non, c'est pas possible, on ne sait pas se garer ici, il faut absolument qu'on puisse circuler en voiture. » Donc, c'est bien la preuve qu'il faut avoir un projet qui soit discuté avec les habitants et avec les personnes qui passent du temps à l'avenue Georges-Henri. Ouais. Alors, Olivier Minguin, je vous demanderai d'être très bref. Pour vous, ça doit passer par quoi? Et une réaction par rapport à ce projet de semi-piétonnier, piétonnier mixte. L'avenue Georges-Henri fait près de 2 km de long. Croire qu'on va faire un semi-piétonnier sur toute sa longueur, ça me semble un peu audacieux. Sur une partie. Ouais, alors, quelle partie, pour être plus précis? Eh bien, nous demandons qu'il y ait une étude. En fait, ce que nous voulons porter, c'est une étude pour voir quelle partie serait la plus adaptée. Alors, 2, il faut une étude de mobilité pour voir les effets de report sur les autres voiries. Parce que privilégier une voirie et ignorer les autres, c'est généralement pas ce qui est bien reçu. Mais parlez-nous de votre projet. Oui, 3. Nous considérons qu'il faut d'abord travailler sur des pôles forts. Le pôle de la métairie, où nous allons créer un parc à l'arrière de la métairie, dans le cadre du réaménagement, notamment pour les écoles communales, pour la bibliothèque, pour de nouveaux équipements collectifs. Ça va amener du monde. Puis il faut travailler sur la place de Grove, qui est une place qui doit en effet trouver son identité plus forte. Et puis après ça, par exemple, au-delà de l'avenue du boulevard Brandt-Whitlock, c'est une autre section qui doit avoir un autre type de configuration. Et là, on est avec un projet où beaucoup d'habitants nous disent « élargissez les trottoirs ». Mais soyons clairs, à chaque fois qu'on élargit les trottoirs, on supprime des places de stationnement. Ça, il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas faire croire qu'on aura et les places de stationnement et les trottoirs élargis. La configuration de la voirie ne le permet pas. Alors, Amélie Pal, votre projet. Il faut que ce projet se construise étape par étape avec les commerçants et les habitants, sans a priori et sans dire « j'ai la réponse et elle est exclusive ». Je vais répéter ma consigne, Olivier Minguin. Il faut que vous soyez bref parce que sinon il y a certains thèmes sur lesquels vous ne pourrez pas parler. Alors Amélie Pans, vous, votre avenue Georges-Henri rêvée, elle prendrait quelle forme? Un semi-piétonnier, autre chose? Parce que vous avez grande crainte sur la suppression des places de parking, par exemple. Vous nous avez posé, si je peux me permettre, vous m'avez posé exactement la même question il y a 6 ans par rapport à l'avenue Georges-Henri. Donc je peux déjà vous donner une réponse, d'ailleurs, que M. Minguin a déjà évoquée, c'est-à-dire il va falloir faire une étude de voir le report de la mobilité, etc. Donc ça, c'est certain. Et je pense que surtout, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à faire des concertations avec les citoyens pour voir quel est le projet qui serait le mieux pour eux.
eux. Et donc, en effet, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent des concertations où il y a peu de citoyens qui sont motivés à venir à des concertations, donc peu de répondants. Donc évidemment, une fois qu'on fait le projet, parce qu'on dit qu'il y a 50% des répondants, mais qui ne représentaient que 10% de la totalité, ben forcément, ça ne va pas. Donc il faut faire des concertations 50-50, ça veut dire qu'il faut que 50% des personnes concernées soient présentes et donner un avis, et que sur ces 50%, 50% approuvent le projet. Et alors là, c'est une vraie concertation, et là, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant, parce que c'est ce qui se passe souvent. Vous essayez de motiver aucun a priori, quoi. Vous ne venez même pas aux réunions avec les habitants, madame. Si je peux me permettre, monsieur Minguin, vous avez fait justement une concertation pour le petit bout de la chaussée de Rodebeek entre l'avenue de Spiruline donc il y avait sur 200 personnes, parce que moi j'ai regardé combien il y avait de personnes dans cette rue, il y avait 20 personnes qui étaient présentes, et donc forcément si on me dit que 50% des 20 personnes... à des questionnaires, madame. Enfin voilà, je pense que simplement, il faut, pour mettre un projet, il faut que le projet soit validé par le plus grand nombre pour que ce projet soit... le cas dans ce cas-là. Oui. Alors vous parlez beaucoup chacun de concertation, d'association des habitants. On va parler de gouvernance, si vous le voulez bien. Et je vais vous donner la parole, Jean-François Taillère, parce que vous, dans votre programme, vous parlez d'un projet de ville, comme vous l'avez déjà dit, de Woluwe-Saint-Lambert à 2040, élaboré en concertation avec les forces vives de la commune. Pourquoi, selon vous, faut-il se projeter avec les habitants jusqu'en 2040 ? Parce qu'il faut toujours avoir une longueur d'avance. La politique, c'est aussi gérer au quotidien, mais c'est aussi avoir une vision long terme. Et nous, ce qu'on remarque, je vais vous donner un simple exemple. Le boulevard Brunswick-Lock, qui va être réaménagé au niveau régional, constitue quand même aujourd'hui une cicatrice et une autoroute urbaine dans le paysage de Woluwe-Saint-Lambert, qui coupe notamment le quartier, l'autre partie de l'avenue Georges-Henri. Le boulevard de la Holue, lui, a été réaménagé par la région, on s'en félicite. C'est une promenade agréable, on peut avoir y aller à vélo, à pied, mais il reste une petite coupure pour des habitants qui habitent parfois de l'autre côté. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est profiter du moment présent pour se dire, eh bien, par exemple, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mieux se réunir ? Est-ce qu'au boulevard Brunswick-Lock, il faut peut-être faire une passerelle ? Oui, non. Voilà, c'est là où on doit entendre les habitants, c'est là où on veut c'est les habitants et les forces vives, bien entendu, les commerçants et autres. Même chose pour relier les deux rives de la Holue, voir un petit peu ce qu'on veut faire et se projeter sur une vision long terme pour développer des projets avec la région. Je vous donne 2 exemples sur des voiries régionales. Et puis, sur base des projets qui seront présentés, et on peut mettre l'avenue Georges-Henri également dedans, avoir une consultation populaire sur le modèle suisse, pas sur le modèle français. Donc on a plusieurs questions sur lesquelles les habitants peuvent se prononcer pour dire finalement ce qu'ils souhaitent pour leur commune à long terme également. Oui, alors Ariane Motelet, quand je lis votre programme, vous parlez de la mise en place au sein du conseil communal d'une commission citoyenne avec des habitants tirés au sort. Ça permettrait de faire quoi ? Sur quel domaine devrait-il intervenir ? Sur tous les sujets de la vie communale ou alors uniquement sur certains grands projets ? Alors sur tous les sujets de la vie communale, je reste quelqu'un d'assez pragmatique, ça me semble assez compliqué de mettre en place. Par contre, sur des sujets d'importance pour la vie communale, je pense que c'est important de s'assurer d'avoir une vraie représentativité des différents citoyens. On plaide également dans notre programme pour la mise en place d'un conseil consultatif des aînés, un conseil consultatif des jeunes, qui pourrait rendre des avis officiellement au collège ou au conseil. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens qui participent à cette discussion ne soient pas uniquement ceux qui ont accès à l'information. Donc je pense que, comme tous mes collègues ici autour de la table, on fait du porte-à-porte et parfois on rencontre quelqu'un qui nous dit « Mais voilà, quel est votre programme sur tel ou sur tel point ?» On dit « Mais ne vous inquiétez pas, c'est disponible sur Internet. Est-ce que vous avez accès à un ordinateur ?» « Ah non, moi, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas Internet. » Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi aller chercher les gens et s'assurer que les gens qui sont autour de la table sont représentatifs de la population et des personnes qui sont concernées par les travaux, les projets qu'on pourrait vouloir mener. Alors Amélie Pense, je vais citer votre programme. Vous dites il faut mettre un terme aux méthodes politiques et pratiques dépassées et redonner tout son sens à l'engagement public. Vous voulez dire quoi par politique et pratique dépassées ? Qu'est-ce qu'il faut comme sang neuf, selon vous ? Alors je pense que il y a la politique d'avant, il y a la politique que les citoyens ont envie d'avoir. Moi, je pense que la politique qu'on a envie d'avoir aujourd'hui, c'est une politique avec de l'intelligence collective. Et donc, comme
au début du débat, vous nous avez parlé de savoir avec qui on aimerait travailler. Mais je pense que l'intelligence collective, tout n'est pas acheté dans tous les programmes des personnes qui sont ici autour de la table. Et donc, avoir de l'intelligence collective, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qu'on peut prendre de bien dans chacun des programmes et de construire quelque chose qui plaira au plus grand nombre. Oui. Mais en termes de participation, qu'est-ce qui manque dans la commune, selon vous, aujourd'hui ? De participation citoyenne. Citoyenne, par exemple, ou autre chose. Généralement, quand il y a... la majorité dit souvent qu'elle fait des consultations et de la participation citoyenne, mais ce n'est pas toujours bien représenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, quand il y a une réunion, les gens reçoivent un tout-de-boîte. Et c'est un tout-de-boîte qui va être perdu souvent dans les boîtes, et donc les gens ne reçoivent pas toujours le tout-de-boîte. Alors, les questionnaires en ligne, Monsieur Minguin, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je veux bien entendre le nombre de questionnaires qui sont en ligne, mais souvent, quand vous essayez même de remplir un questionnaire en ligne, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça ne fonctionne pas avec un smartphone. Si, je l'ai eu à plusieurs reprises, en notamment les concours de vitrine, etc. Donc, il y a un moment donné où il faut aussi se moderniser. Et je pense que quand on fait de la politique depuis très longtemps et que peut-être on n'a pas été ancré dans peut-être autre chose que peut-être un boulot dans le privé, etc., on est parfois un peu déconnecté de certaines choses. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on peut amener en plus. Alors, Olivier Minguin, déconnecté de certaines choses. S'il vous plaît, je vous demanderai une réponse rapide. Vous aviez 2 minutes 30 d'avance sur le temps de parole. Nous sommes la première commune à avoir adapté un code communal de la participation citoyenne. Aucune autre commune ne l'a fait. 2, j'ai participé, malgré la crise sanitaire, à 150 réunions avec les habitants, très fréquentées. Vous n'y étiez pas, vous n'étiez à aucune réunion avec les habitants dans les quartiers. Nous avons eu des réunions de quartier par quartier pendant toute cette mandature, avec un succès de participation énorme. 3, nous allons encore renforcer les procédures de concertation. Et nous allons charger des habitants tirés au sort avec le conseil communal de la vie associative, car nous avons des associations très actives et très participatives à la vie locale, avec les autorités communales notamment. Nous allons les charger de dire encore ce qu'il faut améliorer. Oui. Et ce que je souhaite, c'est que nous introduisions la votation démocratique. C'est plus que la consultation, c'est la votation démocratique où les habitants voteront sur un projet très concret. Voulez-vous ou pas le semi-piétonnier, par exemple ? Bien que votre projet n'est pas très abouti, il n'est pas très élaboré, eh bien, une fois qu'on aura un projet, est-ce que vous êtes pour ou contre le projet ? Voilà, ça c'est la démocratie directe. Nous allons introduire la démocratie directe. Vous parlez de création de conseils de quartier, de créer des panels citoyens également de citoyens tirés au sort pour uniquement les grands projets ou alors des projets plus modestes de la vie quotidienne. En fait, pour comprendre d'où je parle, donc je travaille dans le milieu associatif auprès de différents publics, de jeunes, de personnes âgées. Et donc, moi-même, mais aussi d'autres candidats et candidates au sein d'Écolo, on a une grande expérience de tout ce qui concerne la concertation et l'intelligence collective. Et à un moment donné, faire des réunions d'information, c'est très bien et il faut continuer à les faire. Mais en fait, c'est le degré numéro 1 de la participation citoyenne. Avec Écolo Groen, nous voulons aller plus loin. Et donc, en effet, nous voulons mettre en œuvre des conseils de quartier, comme cela se fait dans d'autres communes, avec des citoyens tirés au sort qui disposent d'un budget pour décider de projets qui sont bons pour tout le quartier, qui vont dans l'intérêt collectif. Et je rejoins ma collègue par rapport à aller chercher les publics éloignés, les personnes qui sont loin de la démocratie. Quand on organise des réunions à 18h, 18h30, c'est très compliqué pour des jeunes parents de se joindre. C'est aussi compliqué pour des travailleurs qui ont parfois des horaires qui travaillent très tard. Et des personnes qui ne se sentent pas légitimes pour prendre la parole dans une réunion d'information avec des dizaines de personnes. Ça peut un peu faire peur. Donc il y a toute une série de processus créatifs et innovants. Et la commune pourrait très bien devenir experte de ces processus. Et c'est ça que nous voulons faire. Par rapport au conseil consultatif, nous voulons également réinstaurer le conseil consultatif des aînés notamment. Organiser... Il a été supprimé, non, le conseil consultatif des aînés. Il y a un forum des aînés dans la commune. Donc ce n'est pas la même chose que le conseil consultatif des aînés, les aînés qui souhaitent prendre part à la vie en société. Alors avant qu'on passe à l'autre thème, je fais un petit point sur le temps de parole. C'est vous, Jean-François Tailleur et Ariane Motelet, qui êtes le plus en retard sur le temps de parole. Donc, je vous donnerai la parole en priorité pour le thème qui va suivre et qui pourrait, pourquoi pas, faire l'objet d'une consultation. C'est l'avenir du site de la ferme aux oies. C'est une question qui est posée depuis plusieurs années déjà à Woluwe-Saint-Lambert. On va voir tout de suite une carte, on va la découvrir. On va découvrir ce terrain en images. C'est un vaste terrain chaussé de Rodebé qu'un promoteur
immobilier à racheter. Et il compte l'urbaniser. En tout cas, il y a eu 2 projets qui ont été déposés, un projet d'école et un développement résidentiel en 2022. Ça a soulevé de nombreuses critiques. Le projet est au point mort aujourd'hui. Alors, faut-il sauvegarder cet espace? Votre avis sur le sujet, Ariane Motelet? Alors, je voudrais peut-être commencer par un préalable, puisque souvent on accuse le Parti socialiste d'opposer espace vert et logement. Et pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Je voudrais rappeler simplement que le logement est un droit reconnu dans la Constitution, mais qu'en parallèle, Woluwe-Saint-Lambert est une commune verte, certes, mais c'est une commune où les espaces verts sont principalement des espaces verts privés, c'est-à-dire des jardins. Partant de ce double constat, mais nous, on est évidemment opposés à une forme de privatisation du site. On souhaite que le site soit ouvert et qu'il y ait un projet public qui soit défini en concertation, mot qu'on a énormément utilisé ce soir, mais donc en concertation avec les riveraines et avec les riverains. Et donc il faut le racheter aux promoteurs privés alors? Alors, il faudrait le racheter aux promoteurs privés. Je pense que mes collègues autour de la table pourront lancer une discussion relativement technique sur le sujet. Mais effectivement, dans l'idéal, il faudrait pouvoir le racheter aux promoteurs privés, mais à un prix qui ne mette pas les finances communales non plus dans l'embarras. Donc je pense que c'est là que se situe le nœud du problème. Mais effectivement, nous, on est favorable à un projet qui soit public et ouvert. Et donc un projet on y fait quoi? On laisse un espace vert ou on développe un projet pédagogique ou autre? Pour moi, alors moi, je n'ai pas d'exclusive. Très honnêtement, si c'est un projet, c'est un espace vert ouvert, c'est un projet pédagogique dont les citoyennes et les citoyens peuvent bénéficier, honnêtement, je n'ai pas de projet qui soit préférentiel en la matière. Vraiment pas. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un site qui est situé en bordure d'espace où il y a notamment des logements sociaux. Je sais qu'une partie du terrain appartient à une des sociétés de logements sociaux de Woluwe-Saint-Lambert. Si on peut développer là un projet qui soit au bénéfice des habitants du quartier et qui vivent parfois dans des appartements avec des petites terrasses ou pas de terrasse du tout, moi, c'est ça qui m'importe. Jean-François Tailler, votre avis sur le sujet? Il faut sauvegarder cet îlot vert à la chaussée de Rebecque? Oui, il faut le sauvegarder. C'est une position qu'on a au niveau des engagés depuis très longtemps, parce qu'en fait, il y a eu un premier projet aux alentours des années 2013-2014. J'étais échevin d'urbanisme et on s'y est déjà opposé avec le collège. Et les habitants se sont mobilisés en masse par rapport à ce dossier également. Mais la précédente ministre, j'entends ce que vous dites par rapport à la valeur du terrain, la précédente ministre de l'Environnement, Céline Frémaux, à l'époque avait tout lancé pour éventuellement pouvoir faire des arrêtés de classement. Il n'y a pas eu de suite du dernier gouvernement bruxellois. Ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir le changer, c'est un peu technique, mais changer son affectation au plan régional d'affectation des sols, pour que ce ne soit plus du terrain à bâtir, mais bien un espace vert. Et puis avec la commune, mais surtout avec ses habitants qui se sont battus pour la préservation de ce magnifique endroit où j'ai un peu de conflit d'intérêt, j'y vais souvent courir. Enfin, je passe à côté. Et donc il faut indemniser le propriétaire le cas échéant alors? Mais il faudra le racheter, mais d'abord, c'est vraiment un endroit merveilleux qui mérite d'être classé en zone d'espace vert au Pras. Il y a toute une série d'éléments objectifs qui concourent à ce classement, à ce changement au niveau du Pras. Et il faut développer un projet avec les habitants, parce qu'aujourd'hui, le site est grillagé, ça n'a pas de plus-value pour le quartier. Est-ce qu'il faut une petite traversée, quelques bancs peut-être, pour que les habitants puissent se relaxer? Voilà, c'est ça qu'il faut développer avec les habitants et les comités de quartier. Alors Amélie Pan, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que M. Tailler sur ce sujet-là? Je vais essayer d'aller vite parce qu'en fait, en 2013, le terrain a été mis en vente et j'étais conseillère de CPS. J'ai proposé à la présidente du CPS et au secrétaire général du CPS, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne rachetez pas ce terrain pour en faire quelque chose? Alors, ils n'ont pas voulu, ou en tout cas, M. Minguin a dit que c'était trop cher, etc. Je vois aujourd'hui que, par exemple, on s'est acheté, par exemple, un bâtiment de 2 millions en face du shopping. On aurait pu investir à ce moment-là, ça n'a pas été fait. En septembre 2014, la chef de file du conseil communal pose la question justement, quel était l'avenir de ce terrain? Et M. Tailler répond que la partie gauche est située en zone de logement et la partie droite en zone d'équipement collectif au Pras. Il ajoute que la priorité de la commune est de protéger les intérieurs d'îlots, ce qui a toujours été dit aux promoteurs. Donc là, on ne parle pas du tout à ce moment-là on veut racheter le terrain, classer le terrain, etc. Ensuite, on repose la question
plus tard. Ne faites pas tout l'historique. Et donc là aussi, M. M. répond qu'il signale que ce terrain a une affectation de logement pour partie, mais qu'il y a une volonté d'éviter toute densification. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut en faire demain ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un nœud. C'est un terrain qui a été acheté par un propriétaire. On est quand même dans un pays avec des règles, des droits, des lois. Il y a une partie qui est constructive sur ce terrain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un moment donné où la région va statuer, et c'est un problème de lasagne institutionnelle. Mais pour vous, est-ce qu'il faut construire ou pas ? C'est ma question. Mais moi, je pense qu'il faut avoir un projet qui soit de taille humaine. Et le premier projet qui avait été... Donc un projet de construction. Mais, en tout cas, parce que qui va racheter le terrain aujourd'hui ? Il ne faut pas mentir aux gens. On ne va pas pouvoir racheter le terrain. Il ne faut pas leur mentir. Ah bon ? Ouais, donc vous, dans votre programme... Mais là, c'est vous qui mentez aux gens. Ouais, c'est vous qui mentez dans votre programme en prétendant que ce terrain n'a pas de valeur naturelle sur le plan de la protection de la nature. C'est ce qui est écrit dans votre programme. Le monument ici a dit qu'il n'y avait pas une valeur biologique. C'est faux, madame. La Bruxelles Environnement considère et le classe avec une cotation de 8 sur 9 pour la qualité naturelle du site. Est-ce que la commune doit le racheter, Olivier Maguin ? Mais il faut d'abord, et c'est là que madame Pense ne dit pas toute la vérité, bien entendu qu'on n'allait pas acheter un terrain à la valeur du mètre carré constructible à Woluwe-Saint-Lambert. Il faut être fou furieux pour faire ça. Il faut avoir aucun sens de la maîtrise des dépenses publiques. En avant, file la dépense. Vous avez un terrain qui est constructible, vous allez le donner alors, attendez, écoutez. Oui, très rapidement, s'il vous plaît, il faut Olivier faire Maguin. changer son statut d'abord, sur le plan juridique. Et faire changer son statut, c'est le protéger, notamment au titre de la protection de la nature. Une fois qu'il est protégé, il perd de sa valeur, bien entendu. Et nous pouvons l'acheter à un prix plus correct, mais pas aller acheter un terrain au plus fort du mètre constructif. Nous avons fait échouer les demandes de permis d'urbanisme sur ce terrain. Mais on a compris qu'avec le MR, comme dans d'autres dossiers, on va avoir la politique des bétonneurs fous à Woluwe-Saint-Lambert. Ça, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire. Et donc, nous allons faire échec et nous allons demander d'autres. Oui, laissez Amélie Pans répondre. Allez-y, répondez, et puis je vous donnerai la parole. Vous avez demandé à l'habitation moderne de faire une étude, et cette étude, clairement, était de construire 15 logements avenue de la Croix du Sud. J'ai le document. C'est pas sur le site, madame. Non, c'est juste en face. Et là où c'est constructible, c'est juste en face. Donc en fait, empêcher 21 logements contre 15 logements. Mais moi, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez, monsieur le bourgmestre. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est comme ça tout le temps, monsieur le bourgmestre. Allez-y, terminez, Amélie Pans. Vous affirmez des choses fausses. Sur le long de la Croix du Sud, il y a une bande de terrain qu'on peut construire. Monsieur le bourgmestre veut protéger qu'on ne puisse pas construire là, mais par contre, juste en face, il veut bien construire 15 logements. Donc, c'est quand même un petit peu différent. Donc vous construisez, vous densifiez quand même dans le quartier. Pas sur l'espace vert. Oui, mais les gens ne savent peut-être pas ça. Jean-François Taillère. Moi, je le précise. Vous me demandiez la parole. Et puis, je vais la donner à Elsa Bonnen, qui ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Donc je retiens, c'est pour ça que je réexplique de nouveau, pour pouvoir l'acquérir en effet à un prix qui soit raisonnable, il y a une révision du PRAS, il faut bien inscrire ce site en zone d'espace vert et pas en zone constructible ou zone d'intérêt collectif, et développer un projet conforme à cette nouvelle destination avec les riverains. Voilà ce qu'il faut faire ensemble. Alors, j'ai vu que dans votre programme, puisque vous êtes, comme il y a eu un petit échange plutôt vif sur le plateau, ça a pris du temps de parole. Vous avez 3 minutes de retard de temps de parole, Elsa Bonnen. Et je vois que dans votre programme, vous dites qu'il faut développer une ferme pédagogique, pourquoi pas sur le site. J'imagine donc que vous êtes favorable à l'achat par les pouvoirs publics de ce terrain. Nous sommes pour la préservation de ce site. Et dans notre programme, nous présentons un projet à élaborer avec les riverains, mais nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une vision pour le site, pour pouvoir en effet voir comment la rendre viable, la financer. Et donc notre projet, c'est d'avoir en effet une ferme pédagogique avec des possibilités d'animation, de sensibilisation à l'environnement, avec un projet de maraîchage urbain. C'est quelque chose qui peut être soutenu par la région et qui sera utile sur ce site. Nous souhaitons également soutenir la rénovation du corps de ferme présent en intérieur d'îlot. Et nous souhaitons également un sentier de promenade multigénérationnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un site où il y a énormément de potentiel. Il est situé à proximité immédiate de la maison de repos, d'écoles, de crèches. Et donc, il est possible de mener à bien des projets qui permettent aux différentes générations de se rencontrer, de développer de la sensibilisation sur l'alimentation saine et sur l'environnement.
Et c'est ce projet-là que nous portons et avec lequel nous voulons défendre l'avenir du site. Et nous soutiendrons toutes les initiatives qui iront en ce sens. Alors je voudrais qu'on en profite pour faire un rapide tour de table sur la densification en général à Woluwe-Saint-Lambert. Puisque Woluwe-Saint-Lambert est une commune très courue, les promoteurs sont très intéressés d'y bâtir. Il y a un besoin très important de logements moyens et de logements à faible coût. Alors Ariane Motelet, dans quelle mesure doit-on densifier la commune à l'avenir ? Alors moi, laisser carte blanche aux promoteurs à Woluwe-Saint-Lambert, très clairement, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas les socialistes. Moi, ce qui m'importe à Woluwe-Saint-Lambert, c'est le logement abordable. Parce qu'on est dans une des communes de Bruxelles où se loger est le plus cher. Le prix moyen d'un appartement 2 chambres à la location dépasse allègrement les 1 200 €. Et encore, on n'est pas sûr qu'il soit isolé correctement. Donc, on ne connaît pas la facture énergétique des locataires. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est pouvoir travailler sur ce logement abordable. Et il y a 3 axes pour ça. Il y a le logement social, pour lequel Woluwe-Saint-Lambert présente un taux de logement social acceptable, vraiment au regard de la moyenne régionale. Il y a les logements en régie publique et régie communale. On en a déjà parlé ce soir. La commune rachète un bâtiment, installe par exemple un commerce au rez-de-chaussée et loue à un loyer adapté à la bourse du candidat locataire les étages. Et puis il y a le travail qui peut être fait avec les propriétaires privés. Parce que moi, même si je suis socialiste, je ne pense pas que tous les propriétaires privés sont des affreux capitalistes qui ont pour objectif d'exploiter des candidats locataires. Je pense qu'il y a certains propriétaires privés qui sont tout à fait prêts à mettre leur logement en AIS et donc à augmenter la taille de notre parc AIS. Et donc sur les espaces qui restent constructibles aujourd'hui, quel type de densification voyez-vous pour répondre à ma première question ? Il faut préserver les espaces qui ne sont pas affectables à du logement. Ça, c'est la première priorité. J'ai déjà parlé de la problématique des espaces verts qui étaient principalement privatifs à Woluwe. Là où il est possible de densifier sans diminuer l'empreinte au sol, puisqu'il y a toute une série de problématiques qui se posent, notamment en termes d'imperméabilisation des sols, je pense qu'on peut avoir une discussion ouverte sur le sujet. Maintenant, il faut aussi tenir compte du fait que Woluwe a accueilli énormément de nouveaux habitants ces dernières années. On gagne notamment 2 conseillers communaux à ces élections-ci. Et donc, il faut aussi tenir compte de la croissance de la population et de la capacité d'adaptation de la commune, notamment en termes de services type école et crèche. Oui, même question pour vous, Elsa Bonnen, puisque vous dites qu'il faut refuser les projets disproportionnés et promouvoir des initiatives, des projets qui s'intègrent harmonieusement dans des quartiers. Alors, jusqu'où la densification pour vous ? En fait, ça concerne qui et pour quelles raisons densifier la ville ? C'est parce que des ménages cherchent à s'installer à Woluwe-Saint-Lambert et ce n'est pas toujours évident de le faire. Et que souhaitent ces jeunes ménages quand ils s'installent dans notre commune ? Eh bien, c'est des places en crèche, des places dans les écoles, c'est des espaces verts à proximité de chez eux, de la végétation, des arbres, donc toute une série de services. Et donc, il faut penser la densification de la ville selon le concept de tous les services à 10 minutes à pied. Et c'est quelque chose qu'il faut nécessairement anticiper. Il y a malheureusement des projets qui ne l'ont pas fait ou pas suffisamment. Voilà, il y a le projet chaussée de Stockel, avec en 5 ans 1000 nouvelles personnes, 1000 nouveaux habitants et habitantes. La chaussée n'est pas faite pour absorber autant de nouvelles personnes, de véhicules. Il n'y a pas eu d'augmentation de fréquence des transports en commun. Il n'y a pas eu de réaménagement des trottoirs ou de pistes cyclables. Donc c'est un projet qui, pour le moment, pose un petit peu question. Et donc nous pensons vraiment qu'il faut ne pas opposer préservation d'espaces verts et logement, mais au contraire vraiment anticiper ces questions. Ouais, et vous, Jean-François Taillère, vous êtes très clair. Il dit on privilégie la réaffectation des bâtiments vides plutôt que la mise en œuvre de terrains encore vierges. Ça veut dire stop aux constructions sur les terrains vierges. Il faut, pour nous, s'il faut parler de densification, c'est sur le bâti existant en effet. Il faut préserver les espaces verts et le caractère vert de la commune. C'est ce qui fait sa touche. Je l'entendais encore ce matin en radio chez vos confrères. Depuis moi, en 2013, j'étais échevin de l'urbanisme. Et on a été une des premières communes, des communes pilotes, notamment sur l'axe Marcel-Thierry, à transformer en effet des immeubles de bureaux vides en logements. Bon, on le voit également dans des immeubles de bureaux boulevard de la Woluwe. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours bon pour les finances communales, mais en attendant, c'est cela qui amène les nouveaux habitants. Et c'est plutôt vers ce modèle-là qu'il faut aller, préserver les espaces verts et plutôt créer du logement dans les zones qui sont déjà construites. On veut, je le rappelle, créer
400 logements accessibles pour garder nos habitants, les plus jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui parfois perdent leur logement et recherchent et restent et ont besoin. Et donc 400 logements, sociales. vous voulez dire logement public, logement privé, logement moyen Il y aura du logement à IS. Moi, comme président d'AIS, on a doublé avec ce collège la capacité de l'AIS. On est passé de 300 donc, à 620 logements, l'agence immobilière sociale, et on a doublé également sur Woluwe-Saint-Lambert. Il y a aussi pour l'acquisitif plutôt un système d'amphithéose qui permet aux gens d'acheter les murs, mais pas le sol. Ça réduit le coût. Et puis c'est du modéré, du moyen, du social. Il y a un projet de la SLRB, on en reparlera probablement, du bâtiment Ariane. Voilà, ce sont des projets qui doivent être mis en œuvre, éventuellement avec des partenariats publics-privés, puisqu'on sait que la région, malheureusement, les caisses sont vides. Alors, Olivier Minguin et Amélie Pans, je vais vous demander votre point de vue sur le sujet, mais en 30 secondes. Comme ça permettra un petit équilibre du temps de parole. Rapidement, Olivier Minguin. Nous avons fait échec à des tas de projets d'investissement immobilier. Chaussée de Stockel, on est en train de s'opposer à des extensions de construction, et vous le savez. Nous l'avons fait à Fonds du Logement, en haut de l'avenue Chapelle-Auchamp, et ainsi de suite. Je préfère la longue liste de tout ce que nous avons fait échouer de construction sur des espaces vers le bosquet marécageux ou vers la Woluwe. Notre position est claire. Les propriétés communales et publiques et régionales qui sont en zone même constructive, mais aujourd'hui espace vert, doivent être protégés. Et nous donnons l'exemple, puisque nous disons le Petit Bois des Floralies, qui est une formidable réserve foncière de la commune constructive, eh bien nous proposons de la mettre en espace vert des modifications du PRAS. Et nous attendons la même chose de la région pour la rue d'Attic, l'avenue Ariane, le vallon de la Chapelle-Auchamp. Et nous verrons si la région va suivre, si la députée régionale va appuyer ça à la région. Amélie Pans, on vous écoute. Oui, donc en fait, moi... 30 secondes, allez, 40 secondes. Je rallie pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc l'AIS, évidemment, il faut utiliser l'AIS. Évidemment, on peut faire... il faut du logement moyen. Évidemment, utiliser les bureaux et rénover les bureaux en logement, je pense que c'est très important. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ça ma collègue l'a dit aussi, c'est avoir toutes les fonctions disponibles, c'est-à-dire ne pas créer en fait des quartiers dortoirs où il n'y aurait pas de commerce, pas de crèche, pas d'école, parce qu'évidemment, si on veut que tout ça soit proche, c'est très important aussi. Alors, Jean-François Taillère en a déjà parlé. On va parler donc du centre Ariane. C'est ce centre ouvert par le service fédéral d'accueil des demandeurs d'asile, FEDASIL, un grand centre d'hébergement qui héberge plusieurs centaines de personnes. Et c'est un centre que les autorités communales veulent provisoire et elles ne veulent pas que les personnes qui y sont hébergées s'inscrivent dans la commune. Alors, faut-il accepter ça ? Faut-il plus de solidarité envers ces personnes, et sous quelle forme? C'est le thème que l'on aborde maintenant. Elsa Bonnen, est-ce que vous vous retrouvez dans la position de la commune par rapport au centre Ariane? Parce que quand on lit vos têtes de chapitre, on lit une commune qui est là pour vous, pour nous en cas de coup dur. Il faut actionner tous les leviers de la solidarité. Est-ce que vous pensez que la commune en fait assez dans ce domaine? En tout cas, à Woluwe-Saint-Lambert, ce qui se vit très fort, c'est la solidarité et les initiatives citoyennes d'aide notamment aux migrants ou aux personnes en difficulté. Et pour vous, est-ce que la commune doit accepter l'inscription de ces personnes dans les registres communaux? Alors, je ne vois pas pourquoi la commune ne l'accepterait pas. Je comprends que la commune ne peut pas prendre en charge toute la politique d'asile et migration en Belgique. Je le comprends parfaitement, mais par contre, ce dont je suis fière à Woluwe-Saint-Lambert, c'est cette solidarité, c'est ce titre de commune hospitalière pour lequel nous avions voté unanimement au conseil communal. Et actuellement, des citoyens et citoyennes se demandent, est-ce qu'on est encore une commune hospitalière? Parce qu'en effet, si on parle de fermeture du centre Ariane ou de réduction du nombre de places, ce sont des personnes qui vont potentiellement se retrouver à la rue et personne n'aura rien gagné. Ces personnes-là en priorité. Il y avait des structures plus petites d'accueil de demandeurs d'asile qui ont également été fermées. Alors à un moment donné, comment retrouver cette fierté de la solidarité à Woluwe-Saint-Lambert? Comment soutenir encore davantage les initiatives citoyennes? Ça, c'est une vraie question. Alors, Jean-François Taillère, est-ce que la commune est-ce que la majorité manque de solidarité dans cette affaire? Non. Mais madame, vous parlez d'un terme important, fierté. Moi, je ne suis pas fier de la politique d'asile et de migration qui fut celle de la Belgique, multiples fois condamnée depuis 5 ans. Fierté. Moi, je ne comprends pas comment on laisse camper des familles, des enfants dans des immeubles de bureaux. Le secrétaire d'État à la migration est CDNV. Donc oui, je ne suis pas du CDNV. Non, oui, mais les engagés CDNV sont plutôt proches. Le CDNV est sur la liste MR+. Oui, mais je parle au fédéral, M. Taillère. Il y a des discussions pour former un gouvernement fédéral. Eh bien, il est grand temps que les engagés
viennent au gouvernement, notamment pour avoir une politique d'asile et de migration digne de ce nom. Je rappelle juste qu'aujourd'hui au Liban, il y a aussi des événements qui... Non, je disais juste que la secrétaire d'État à la migration est CDNV au fédéral. Voilà, mais il n'est pas en tout cas chez les engagés. Donc moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que ce qui n'est pas acceptable, en effet, c'est que certaines communes ne veulent pas prendre leur part. Et donc il faut une plus juste répartition des demandeurs. Et il faut le faire de manière humaine avec des vrais endroits où ils pourront loger en sécurité, vivre avec leurs enfants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans un immeuble de bureau. C'est un immeuble de bureau au niveau urbanistique. Oui. Mais l'inscription au registre de la population donne certains droits à ces personnes qu'elles ont des difficultés à avoir maintenant. Alors est-ce que ce statut de commune hospitalière est mis en défaut aujourd'hui selon vous? Non, parce que nous restons à l'initiative et nous soutenons le secteur associatif. Et nous n'avons pas interdit ce centre depuis qu'il a été créé, mais en Belgique, on a trop souvent l'habitude que le provisoire devienne définitif. Eh bien ça, ce n'est pas acceptable. Il faut maintenant avancer dans cette politique également pour que les personnes qui ont le droit de rester notamment sur le territoire puissent le faire et le sachent beaucoup plus vite que ce que c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut aussi investir pour que les dossiers avancent plus vite. Il faut une vraie politique. Ça ne dépend pas de la commune, ça dépend du fédéral. Mais il serait quand même aberrant que la commune, que le CPS de la commune soit sous l'eau et que les finances communales en pâtissent à cause d'une décision qui soit prise par un autre niveau de pouvoir. Et nous, au niveau des engagés, ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Vous avez parlé du CDNV, vous avez parlé des engagés au niveau du gouvernement. On est là aussi pour créer du lien avec les autres niveaux de pouvoir. Dans des dossiers comme celui-là, on s'y engage aussi. Alors, Ariane Moutlet, est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de Jean-François Tailleur ou pas du tout? Mais donc, moi, je veux que Woluwe-Saint-Lambert soit une commune hospitalière. Je pense que la commune, avec la région, et notamment les socialistes au sein du gouvernement régional, a joué son rôle en début de crise ukrainienne, en ouvrant le centre. Je pense que c'est une collaboration entre la commune et notamment le ministre-président bruxellois. Effectivement, maintenant, la donne a changé. Il y a toute une série de places qui ont été libérées dans ce centre, qui sont occupées par des demandeurs d'asile qui n'ont pas le même statut que les bénéficiaires de la protection temporaire. Oui, voilà, mais ce sont... Alors, pour une fois, c'est moi qui vais être un tout petit peu technique. Ce ne sont pas des bénéficiaires de la protection temporaire qui étaient les personnes qui provenaient d'Ukraine et qui bénéficient, je vais être de nouveau un petit peu technique, d'un remboursement différent, d'une prise en charge à 100% par le gouvernement fédéral de leurs revenus d'intégration. Donc, effectivement, la charge pour les finances communales n'est pas la même. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est le fait que la secrétaire d'État sortante en charge de la politique de migration... Non, mais ma question, est-ce qu'il faut autoriser l'inscription de ces personnes sur les registres de la population de Woluwe-Saint-Lambert? Moi, je pense qu'il faut essayer d'être pragmatique. Donc, peut-être que dans le cas de situations aiguës, il faut pouvoir l'autoriser, mais la vraie solution, elle se situe à ce stade au niveau du gouvernement fédéral pour qu'il y ait une répartition proportionnelle des centres d'accueil au sein de la Belgique et notamment en Flandre. Et donc moi, j'espère vraiment de tout mon cœur que mes collègues, enfin le parti de mes collègues qui sont ici autour de la table et qui négocient dans le cadre de la coalition Arizona pèseront pour que il y ait une politique beaucoup plus humaine et notamment en matière de migration. Si je vous ai bien compris, il faut inscrire dans des situations aiguës. Si je vous ai bien compris, il faudrait les inscrire. C'est ce que vous avez dit. Je n'ai pas donné de chiffres, mais non, en tout cas, je ne souhaite pas que des difficultés peut-être provisoires de gestion du CPS influent sur l'inscription de certaines personnes demandeurs d'asile dans la commune. Alors Amélie Pans, est-ce que la commune est assez hospitalière ou pas dans ce dossier ? Alors d'abord, comme on l'a dit, tout le monde a validé la commune hospitalière de Woluwe-Saint-Lambert. Woluwe-Saint-Lambert donne d'ailleurs des subsides à une association qui s'occupe des réfugiés, donc je pense qu'on peut dire quand même qu'on est une commune hospitalière. Dès le départ, donc en fait, l'ouverture du centre, c'est le 16 mars 2022. Ce bâtiment appartient à la SLRB, où il est prévu de faire du logement social et moyen. En octobre 2022, sur 828 personnes qui sont dans le centre, il y a déjà 500 personnes qui sont demandeurs d'asile. C'est en 2022. Et donc moi, aujourd'hui, quand je vois M. Minguin qui s'étale dans la presse en disant qu'il va faire fermer le centre, alors qu'on sait, ça fait déjà 2 ans qu'on sait que ce n'est plus des Ukrainiens pour la majorité, mais que ce sont des demandeurs d'asile, nous, dès le départ, on a dit qu'on ne voulait pas pérenniser ce centre, qu'on ne voulait pas que ce centre coûte et vienne gréver le budget de la commune. Dès le départ, on l'a dit.
C'est vrai, alors on n'a pas beaucoup de leviers. Je pense que c'est un bâtiment qui appartient à la SLRB. Je pense que, Monsieur Minguin, votre parti est, en tout cas pour le moment encore, dans le gouvernement. Et je pense que la secrétaire d'État, c'est une PS. Et donc peut-être qu'il y a aussi moyen de faire quelque chose au niveau de la région. Donc, et si par je vous ai rapport à bien ce bâtiment, compris, on doit fermer le plus vite possible et ne pas inscrire. C'est-à-dire qu'il faut rester humain. Je veux dire, c'est comme quand il y a eu, à un moment donné, vous savez, on a eu des occupants à l'hôtel Monty, c'était des femmes et des enfants. Et bien là, le propriétaire a été voir le juge de paix. Il y a eu une décision du juge de paix pour faire évacuer toutes ces personnes. Là aussi, le bourgmestre, il n'a pas fait directement évacuer toutes ces femmes, parce qu'il y a aussi un côté humain. Et donc là, toutes ces personnes ont été transportés au centre Ariane à ce moment-là. Donc, oui, il faut rester humain, mais après, on est dans un état de droit, et donc il faut aussi voir comment ce qu'on peut faire. Donc, inscrire tout le monde dans les registres, je ne sais pas, mais si c'est légal, à un moment donné, il faut suivre aussi la légalité. Oui, Jean-François Taillet, rapidement, vous me demandiez la parole. Mais en effet, c'est un projet, il y a la SLRB qui est le propriétaire du bâtiment, et donc il faut un projet de logement à terme sur ce site qui soit accessible, modéré, moyen, social. Il faut pouvoir le développer, et pourquoi pas aussi créer du logement dedans pour des personnes qui sont des demandeurs d'asile. Ouais. Voilà un projet intergénérationnel, un projet novateur qu'on pourrait faire aussi. Oui, alors Olivier Minguin, je vais vous donner la parole, mais je vais d'abord citer un chiffre, puisque vous le dites au tout début de votre programme. On a 22 millions de réserves, 22 millions d'euros de réserves financières. Avec cet argent-là, est-ce que la commune ne peut pas être plus généreuse vis-à-vis de ces personnes qui sont quand même dans des situations très compliquées, Oui, mais les finances communales ne sont pas là pour suppléer les carences du gouvernement fédéral. On l'a rappelé, il n'y a pas eu de politique de la migration et de l'asile pendant 5 ans. Elle était même parfois encore plus pénible que celle menée par la NVA quand il était au pouvoir. Soyons très clairs. Pourquoi est-ce que la secrétaire d'État CDNV veut concentrer sur les communes bruxelloises l'accueil de tous les réfugiés et demandeurs d'asile? Parce qu'elle n'a pas le courage de vouloir imposer en Flandre, notamment au bourgmestre CDNV, non, mais il faut le dire, et à la NVA et à d'autres partis flamands, une juste répartition de ces demandeurs. Aujourd'hui, sur Woluwe-Saint-Lambert, il y en a 1200. Elle veut porter le centre à 1500. Quand je l'avais eu au téléphone, elle m'avait dit en 2025, ce centre sera fermé. Oui, pour répondre à ma question. Aujourd'hui, non seulement elle ne veut pas le fermer, mais elle voudrait, et elle vient de me l'écrire, que l'on y domicilie les personnes qui y passent. Pour répondre à ma question, attendez, alors je vais vous faire le calcul. Avec 22 millions d'euros... Attendez, je vais vous faire le calcul. Non, ce n'est pas à ça que sert notre argent. Je suis au regret de le dire. Pour gérer cela, il nous faut engager au minimum 12 assistants sociaux au CPS, parce que ces personnes iront toutes au CPS et tenteront d'avoir des avantages au CPS. Il faut engager du personnel communal. Nous avons fait le calcul. 750 000 euros de dépenses sur le budget communal en une année. Non, nous n'allons pas consacrer, parce que le CDNV veut faire crouler les finances communales bruxelloises en cherchant tout simplement à affaiblir... Non, mais il faut être clair. On veut affaiblir les communes bruxelloises pour faire avancer les exigences du CDNV. Et il est important que les habitants de Woluwe-Saint-Lambert sachent que le CDNV est sur la liste MR et que quand on vote MR à Woluwe-Saint-Lambert, on vote CDNV et pour la politique de Madame Demort. Oui, alors une réponse rapide et puis on passe à autre chose. Si on vote MR, on vote CDNV, Pas du tout. Mais ça, vous savez, ça fait 6 ans qu'on l'entend au conseil communal. Monsieur le bourgmestre, au lieu de se concentrer sur sa commune, aime faire des dialogues et dire tout le temps c'est jamais de sa faute, c'est la région. Si c'est pas la région où il est au gouvernement, c'est le fédéral. Donc vous me donnez raison quand je refuse d'inscrire. C'est jamais votre faute. Est-ce que vous me donnez raison face au CDNV quand je refuse d'inscrire, madame? Répondez oui ou non. Monsieur, est-ce que vous me donnez raison quand je refuse d'inscrire? On est dans un état de droit, et donc si dans un état de droit... moi j'ai des arguments juridiques, ne vous inquiétez pas. Elsa je sais bien avec tout ce que vous dépensez comme argent. Quand on voit l'argent dont dispose la commune, ces 22 millions, est-ce qu'ils doivent servir en partie pour financer des politiques sociales liées à la prise en charge de ces personnes d'une manière ou d'une autre, avec d'autres structures ou d'autres associations? Nous portons des projets sociaux et environnementaux à réaliser avec, bien entendu, les recettes de la commune. Mais il faut bien se rendre compte que quand on investit dans le social et dans l'environnement, en fait, on investit dans l'humain et on investit dans le futur. Et donc, ce sont des investissements qui sont rentables, qui visent à améliorer la qualité de vie de tous les habitants et toutes les habitantes, aujourd'hui et demain. Et donc, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. C'est pour ça que nous portons des projets
sociaux ambitieux. Nous voulons améliorer le droit à l'alimentation saine. Nous voulons aussi améliorer l'accès aux soins de santé. Oui. Ariane Motelet, quand vous dites dans votre programme, je vous ai coupé parce qu'il nous reste une petite minute, excusez-moi, quand vous dites dans votre programme il faut soutenir des initiatives citoyennes d'accueil de réfugiés et de primo-arrivants, si ce n'est pas sous la forme du centre Ariane, vous pensez à quoi et à quoi pourrait servir l'argent communal dans ce domaine? Alors, en matière d'accueil, il y a toute une série d'initiatives qui sont déjà en place dans la commune. Je pense qu'il faut très clairement les faire perdurer. Et s'il y a des besoins complémentaires qui émergent, et si les finances communales le permettent, moi, je serais tout à fait pour qu'on continue à les soutenir. Alors, si on élargit aussi la problématique de l'utilisation, entre guillemets, des réserves communales, mais qui n'ont pas pour objectif d'être vidées, je pense qu'il y a toute une série de politiques sociales qui vont être de plus en plus nécessaires dans les années à venir, notamment en matière d'accueil scolaire, gratuité. Moi, j'entends que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut revenir là-dessus. Ça fait une énorme différence pour les enfants et surtout pour leurs parents. Donc, je pense que la commune va devoir se préparer à tout ça. Très bien, mais merci, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu débattre sur ce plateau. Demain, on part ailleurs en région bruxelloise. On s'arrête à Auderghem. Merci à Marine Guillet qui m'a aidé à la préparation de ce débat. Très bonne soirée à tous.